Clément Mireassa affirme que les autorités ont fait pression pour faire annuler l'Assemblée générale, puis que les forces de l'ordre ont envahi son domicile. Pour lui, c'est le signe de la nervosité des autorités après les événements burkinabés. On l'écoute. Pendant que nous tenions calmement la réunion, à un moment donné, il y a eu intrusion des éléments de la force publique, les uns en civil et les autres en tenue de policiers, qui ont donné l'instruction pour qu'on tape sur tous ceux qui étaient dans l'enceinte, pour qu'on prenne de l'argent, qu'on prenne les téléphones. Puis ma maison, ils sont rentrés dans ma chambre à coucher, ils ont tout saccagé et ils ont arrêté une dizaine de jeunes qu'ils ont dû amener, je ne sais pas encore dans quelle direction. Nous avons l'habitude de tenir ce genre de réunions et ça ne pose aucun problème, nous ne troublons pas l'ordre public. Nous avons reçu les autorités qui disaient que le contexte était difficile. Je sais que c'est cette affaire du Burkina Faso qui met les gens un peu sur les nerfs ici, mais ça ne nous empêche pas de fonctionner normalement et de mener nos activités. Maintenant, qu'en pense-t-on ailleurs en Afrique? À l'écoute de RFI notamment, on suit l'évolution bien évidemment avec beaucoup d'attention. Première réaction, celle du ministre béninois des Affaires étrangères, Nassirou Arifari Bako. Le peuple congolais suit de très près ce qui se passe au Burkina Faso et moi-même je suis ça depuis que ça a commencé. Je crois que les Burkinabés n'avaient pas le choix que de réagir ainsi devant l'entêtement de leur président qui 27 ans après voulait souffrir encore un autre mandat. Et c'est la même chose dans notre pays où Denis Sassou Nguesso, après 32 ans de règne sans partage, souhaite encore souffrir un troisième mandat à la tête de l'État. Alors je crois que c'est un avertissement, c'est un message qui a été mis à tous les chefs d'État africains qui sont dans cette perspective-là, qui souhaitent encore rester à la tête de leur pays au lieu de permettre un jeu démocratique se faire dans le pays tranquillement. En tout cas, c'est un avertissement. Et nous pensons que ça va se conserver également pour les peuples en lutte pour la démocratie des références. Voilà, Mathias Zon, et non pas, comme je vous l'annonçais, le ministre béninois des Affaires étrangères, d'autant que Mathias Zon est dans ce studio. Bonsoir à vous. Bonsoir. Pardonnez-nous pour ce petit décalage. Vous êtes le président de l'ARD, l'Alliance pour la République et la démocratie. Vous avez été ministre de l'économie et des finances et vous êtes aujourd'hui dans l'opposition au Congo-Brazzaville. Donc je ne vais pas vous demander de répéter ce que vous venez très bien de dire sur RFI. Cela dit, à la faveur des derniers événements, est-ce que vous avez un sentiment qui prédomine ce soir? Oui, le sentiment aujourd'hui, c'est que, en tout cas, il faut d'abord saluer ce qui s'est passé au Burkina. C'est un signal pour toute l'Afrique. Et ensuite, il faut saluer également le courage des Burkinabés. Parce qu'en Afrique, tous les dictateurs se préparent toujours militairement. Ils ont beaucoup de mercenaires, ils ont des milices et tout ça. Et le peuple a peur. D'ailleurs, vous voyez, il y a eu 35 morts. C'est un chiffre qui n'est pas encore officiel. Ah oui, enfin, je viens aussi à la radio, on parle de 30 à 35 morts. Et plusieurs dizaines de blessés. Ouais. Voilà, et c'est beaucoup, c'est beaucoup. Et ça, ce n'était pas souhaitable. Un dénouement pacifique, sans mort, aurait été souhaitable. Mais enfin, il y a eu quand même un dénouement, il faut le saluer. Et je pense maintenant qu'il faut se mettre au travail, pour trouver une bonne solution. Mais pas par un pouvoir militaire, et tel que ça déroule, vraiment ça nous inquiète un peu. Mais enfin, que les Burkinabés s'entendent. Les hommes politiques, la société civile et les militaires qui s'entendent pour qu'il y ait une transition. Ah bah là, pour l'instant, ils s'entendent pour prendre le pouvoir. Est-ce que maintenant ils vont s'entendre avec la population burkinabé? C'est pas gagné. On a l'impression ce soir, que cette révolution échappe au peuple burkinabé. Ben, le peuple n'a pas encore dit son dernier mot. Il n'a pas dit son dernier mot. Compaoré lui-même ne s'attendait pas à la révolte du peuple. Si les militaires s'accaparent du fruit de leur lutte, alors le peuple s'opposera aux militaires. Le problème, c'est que les militaires s'entendent avec les civils pour trouver une solution. En dehors de ça, le pays va sombrer davantage dans le désordre. Dans ce studio également, nous sommes avec Pouria Amir Chahi. Bonsoir à vous. Bonsoir. Député de la 9e circonscription des Français de l'étranger, qui comprend donc le Burkina, et vous êtes membre de la Commission des Affaires étrangères. Avant de revenir vers vous pour des commentaires, revenons sur, on parlait des victimes, qu'a fait cette révolution, en tout cas hier. Nous sommes également avec Florent Angel. Bonsoir à vous. Bonsoir. Vous êtes le responsable Afrique pour la FIDH, la Fédération internationale des droits de l'homme. Est-ce que vous avez des chiffres, sachant qu'il n'y a pas de chiffre officiel? Alors effectivement, il y a 35 morts qui circulent, mais j'étais en ligne avec notre mouvement, le mouvement burkinabé des droits de l'homme et des peuples, juste avant de venir. Et eux, par exemple, sur le plus grand hôpital de Ouaga, ils confirment 5 morts. 100 blessés par balle, ce qui démontre aussi la violence un peu des affrontements qui se sont déroulés, et 150 autres blessés divers. Le bilan consolidé sera connu demain matin.
après avoir fait le tour de tous les hôpitaux, de tous les centres de santé, etc. Mais ça démontre quand même déjà, on n'est peut-être pas dans une marge de grandeur de 35 morts, peut-être moins, et ça serait saluable. Hier soir, les sources diplomatiques évoquaient un chiffre de 20 morts et d'une quarantaine de blessés, qui a peut-être évolué dans la soirée. Absolument, et puis il faut prendre en compte aussi l'ensemble des événements qui sont déroulés sur l'ensemble du territoire national, puisqu'on sait que les affrontements ont été nombreux dans d'autres villes du pays. Alors Olivier Roger, justement, on voit il y a un certain nombre de réactions. Cela dit, en Afrique, on a plutôt le sentiment que c'est du wait and see. Hein. On attend, on voit, peut-être qu'on commentera. Il n'y a pas eu de prise de position de la CEDEAO, pas de prise de position de l'Union africaine, et puis même des prises de position individuelles de certains chefs d'État. Il n'y en a pas. Alors il n'y en a pas parce que il est de tradition que ce que l'on appelle le syndicat des chefs d'État en Afrique, c'est-à-dire finalement c'est l'Union africaine d'une certaine façon, eh bien il est de tradition que l'on attend de voir comment évoluent les événements avant de les commenter ou de prendre position. Ce qui est certain, et on va en parler avec monsieur Mathias Zon notamment, c'est que cette aventure burkinabé pose problème dans certains pays et dans certains régimes. On sait que certains chefs d'État sont désireux de faire évoluer leur constitution pour pouvoir eux aussi se représenter une nouvelle fois, et on l'imagine fort bien que dans certains pays, on observe avec beaucoup d'attention ce qui se passe aujourd'hui au Burkina Faso. On peut d'ailleurs vous poser la question, monsieur Zon, est-ce que vous avez des retours de l'ambiance qui règne aujourd'hui dans votre pays au niveau de l'État. Au niveau de l'État, par exemple. Alors, au niveau de l'État, c'est un silence complet. C'est normal parce que je pense qu'au niveau du pouvoir congolais, ils pensaient que l'expérience burkinabé était un test. Et le test vient d'échouer pour eux. En tout cas, je vous assure qu'il y a une photo du président Sassou qui circule sur Internet, mais il est tout à fait pensif par rapport à ce problème. Je suis même certain qu'il a encouragé Compaoré à rester au pouvoir. Et au Congo, par contre, la population a suivi avec beaucoup d'intérêt, avec beaucoup de joie, ce qui s'est passé au Burkinabé, au Burkina Faso, à Ouagadougou, parce que le départ de Compaoré est interprété comme un avertissement à Denis Sassou Nguesso. Alors qu'il ne s'entête pas. S'il s'entête, voilà ce qui peut arriver au Congo. Et ce sera plus grave au Congo parce que le Congo est beaucoup plus armé que le Burkina Faso. Mais en même temps, excusez-moi Philippe, en même temps, est-ce qu'on peut plaquer les deux, situations? Est-ce qu'il existe au Congo une situation, on va dire, d'entente entre une société civile puissante et une opposition très forte, comme c'est le cas aujourd'hui au Burkina Faso? Est-ce que ce schéma existe dans votre pays, le Congo? Non, on n'a pas une société civile puissante. Puisque chez nous, vous savez qu'au Congo-Brazzaville, la corruption est c'est vraiment... Tout le peuple est corrompu, pas ça? Tout le peuple. Disons que beaucoup d'organisations sont corrompues et partant de la pratique du monoparti, beaucoup de sociétés, d'associations sont créées par le pouvoir. On peut dénombrer à peine 2 à 3 associations d'associations civiques qui sont indépendantes. Mais les autres sont cooptées par le pouvoir. Mais donc on peut compter sur l'opposition et le peuple lui-même qui en a marre parce que le président Sassou va compter en 2016 32 ans de pouvoir sans partage. Et il veut avoir un 3e mandat, ce que les Congolais n'accepteront pas. Et Jean-Baptiste Placas, éditorialiste sur RFI. Non, mais vu de Paris, effectivement, il y a un certain nombre d'États qui sont des pays à problème, mais l'Afrique, elle aussi, a beaucoup changé et le type de problème dont vient de sortir ou est en train d'essayer de sortir le Burkina, on ne le retrouvera pas en Namibie, pas en Tanzanie, pas au Cap-Vert, pas au Ghana. Il y a des pays, même pas au Mozambique ou je sais pas, en Zambie. Ça veut dire qu'il y a des pays qui sont résolument engagés effectivement dans une voie démocratique. Et vous avez raison, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de développement économique sans la démocratie sur ce continent en particulier, parce que la corruption est ce qui gangrène le plus et qui hypothèque le développement des pays. Et en l'occurrence, la corruption trouve un terreau exceptionnel là où il n'y a pas justement de démocratie. Vous verrez d'ailleurs, nous sommes en France, donc on va prendre des exemples français. Chaque fois qu'il y a un homme politique français mis en examen pour des faits de corruption à l'étranger, c'est presque toujours un rapport avec l'Afrique, parce que c'est dans ces pays-là que les choses sont plus facilement, disons, réalisables. Il y a des pays où
le plus corrupteur des politiques ou le plus corrompu des politiques occidentales n'oserait aller chercher, j'allais dire, fortune alors donc il est important de savoir que l'Afrique francophone, d'une manière générale, donc on pense aux anciennes colonies belges aussi, l'Afrique francophone a copié un certain nombre de mauvaises habitudes de son ancienne métropole. Mathias Dzon, vous êtes dans l'opposition au Congo-Brazzaville aujourd'hui, vous souhaitiez réagir? Oui, non. Je crois que je partage un peu ce que les autres ont dit. Mais il y a un problème, c'est que le Burkinabé aujourd'hui, le Burkina Faso aujourd'hui va servir de référence. C'est un exemple. Rappelez-vous de la période, à l'époque des conférences nationales. Une conférence nationale a eu lieu au Bénin. Et dans tous les autres pays africains, il y a eu des conférences nationales. Je marque encore du cas du Congo, nous avons eu du mal à organiser une conférence nationale. Denis Sassou Nguesso s'est opposé fermement. Mais avec la mobilisation, il a été obligé de céder. Et la semaine dernière, on m'a parlé, on m'a téléphoné tout le temps de Brazzaville. Il faut que tu signes la pétition du Sénégal. Parce qu'il y a une association au Sénégal qui a soutenu une pétition. L'association Mouvement Y'en a marre. J'ai dû la signer parce que dans beaucoup de pays africains, c'est ça, ils en ont, les populations en ont marre. Dans un pays comme le Congo, les gens en ont marre. Je vous assure qu'il suffit d'une petite étincelle pour que ça se déclenche. Donc, voyez, donc il y a beaucoup de pays comme ça. Alors, quand quelqu'un, après 32 ans, les gens en ont marre, ils cherchent à modifier une constitution, tout ce qui peut provoquer, c'est des troubles. C'est ce qui s'est passé au Burkina, avec 27 ans de règne au Burkina, que Compaoré cherche encore 5 ans de plus pour atteindre les 32 ans de règne à la tête d'un État, les gens en avaient marre. Et dans beaucoup de pays africains, c'est cela. Mais je ne vous cite pas un pays qui est voisin ou l'autre. La RDC, les gens en ont marre. Vous voyez ce qui se passe là-bas? C'est tous les jours des remous. Merci pour ces commentaires. Vous parlez de démocratie. Un dernier mot pour vous, Florent Gel, de la FIDH. Oui, je voulais rebondir sur cette idée d'unité en 15 secondes. Et de campagne, parce que la FIDH lance avec toute la société civile africaine une grande campagne qui s'appelle Mon vote doit compter et qui reprend justement cette idée de mobilisation africaine pour tous les pays qui vont affronter des élections. Merci. Voilà des événements au Burkina et la nouvelle donne. Il en sera largement question tout au long du week-end sur RFI. Bien sûr, lundi matin, dans Appel sur l'actualité, vos commentaires sont attendus sur l'après Blaise Compaoré. C'est la fin de cette édition spéciale 2 heures sur Radio France Internationale grâce aux efforts de toutes les équipes de RFI.